Bonjour tout le monde. Je vais me présenter. Moi, c'est pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Kate Bouchard. Je travaille à l'Institut Santé et Société de l'Université du Québec à Montréal depuis quelques temps maintenant. On a l'habitude à l'Institut d'accueillir nos membres, des membres étudiants, étudiantes, des membres professeurs, on a des membres associés aussi. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir une toute jeune professeure, Mélissa Roy, qui est aussi nouvellement membre chez nous à l'Institut. Et elle va nous présenter ses travaux dans le cadre d'une petite conférence midi. Alors, pour pas oublier des choses importantes, je vais vous la présenter, mais en lisant une petite biographie qu'on a ici. Donc, j'y vais. Mélissa Roy, donc, elle est professeure en théorie travail social contemporain à l'École de travail social de l'UQAM. Elle s'intéresse à la mise en récit de crise. Plus précisément, deux axes se dégagent de ses recherches. Premièrement, l'altérisation, lors de crise. Et deuxièmement, les enjeux de savoir et conflits de vérité qui émergent dans la négociation de signification donnée à une crise. Elle a étudié les épidémies de tuberculose, de H1N1, d'Ebola, du Zika et de la COVID-19 et du Mpox, la crise des surdoses, et elle se penche plus précisément sur la crise climatique. En plus d'entrevues et de groupes focus, ses démarches méthodologiques incluent des analyses qualitatives de médias et médias sociaux, dont l'analyse rhétorique des cadres et des méthodologies immersives telles que la netnographie. Mhm. Donc voilà, je vais passer la parole à Mélissa et juste vous dire qu'à la fin, on a une portion questions, réponses, discussion. Donc, si vous avez des questions, juste les garder en tête, puis on va pouvoir discuter vers la fin de la séance. Donc, merci beaucoup, Mélissa, et bonne conférence à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, on peut mettre le PowerPoint à l'écran. Alors, bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à remercier l'Institut Santé et Société d'avoir organisé cet événement et de m'accueillir. Donc, je suis tout récemment entrée en fonction comme professeure à l'École de travail social. Je saisis donc l'occasion pour me présenter à la communauté UQAMienne qui est intéressée par les enjeux dans le champ de la santé. Alors, je travaille à l'intersection du travail social, de la sociologie de la santé et de la santé publique critique. Et je travaille plus précisément sur l'adaptation des interventions sociales en contexte de crise, sur les récits, les théorisations des crises, sur les mouvements oppositionnels lors de crise et sur les enjeux d'exclusion sociale en temps de crise. Et c'est sur ce dernier thème euh, que je vais parler aujourd'hui. On peut changer la diapositive. Donc, à cet égard, j'ai été inspirée par les écrits de Priscilla Wald qui parle de récits d'épidémie. Donc, selon ce concept, lors d'une quelconque épidémie, les membres d'un groupe partagent des croyances et des interprétations. Et ces dernières sont souvent structurées en un récit linéaire qui fait intervenir des éléments comme l'ampleur perçue de l'épidémie, la perception de ses causes, les ressources à déployer, les interventions à prioriser et aussi les cibles sur lesquelles on projette une responsabilité ou dans lesquels on investit de l'espoir. Ces récits d'épidémie n'incluent donc pas que des éléments associés aux caractéristiques de la maladie et à ses conséquences directes. Ce sont des commentaires sociaux qui dépassent l'enjeu strictement épidémiologique. Et Paul Farmer montre justement que les récits d'épidémie sont ficelés dans le tissu social et qu'ils sont des sites de reproduction sociale et culturelle. Il parle de la géographie du blâme dans son livre AIDS and Accusation, et il utilise ce concept pour souligner que les dynamiques de blâme lors d'épidémies prennent appui sur des relations sociales, culturelles et politiques préexistantes. Et Laetitia Atlané-Duhaut s'est ensuite appuyée sur Farmer pour développer son concept de figure du blâme dans un article intitulé Blood Libel Rebooted. Donc, selon ce concept de figure du blâme, certains groupes sociaux deviennent les boucs émissaires d'une communauté et sont perpétuellement tenus responsables de problèmes sociaux multiples et d'épidémies diverses. Alors, ces concepts de géographie du blâme et de figure du blâme nous invitent à considérer l'ontologie politique des épidémies, notamment en inscrivant le blâme à un moment précis lors d'une quelconque épidémie dans une dynamique historique plus large qui veut que certains groupes sociaux soient déviants, dangereux, sales, primitifs, etc. Alors, pour ma part, je m'intéresse spécifiquement à l'altérisation reproduite dans ces récits d'épidémie.
Et ce faisant, je comprends l'altérisation dans sa dimension maximaliste comme une dynamique de différenciation. Donc, cette conception, si on veut, de l'altérisation permet de ne pas équivaloir l'altérité aux subordonnés ou aux minorisés et donc de considérer différentes formes, différentes dynamiques de mise à l'écart, dont l'accusation, la critique et l'infériorisation, certes, mais aussi l'héroïsation ou la victimisation. Donc, somme toute, j'étudie les catégories identitaires qui sont altérisées et forgées dans les récits sociaux et culturels sur les épidémies, comme par exemple le patient zéro, les porteurs asymptomatiques, les coupables, les victimes et les héros. Et je m'attarde aux façons dont ces différentes figures reproduisent des chaînes d'exclusion. On peut changer la diapositive. Alors, cette présentation-ci se veut un pot pourri, si on veut, de certains de mes travaux sur le blâme et l'héroïsation pendant 6 épidémies, la tuberculose, la H1N1, l'Ebola, le Zika, la COVID-19 et le Mpox. Donc, je m'appuierai en fait sur ma thèse doctorale et sur une dizaine de publications énumérées ici, par lesquelles j'ai suivi le thème de l'altérité et l'acte discursif d'altérisation dans le temps. Et ces recherches sur lesquelles je m'appuie aujourd'hui ont analysé des publications de l'Organisation mondiale de la santé, d'autorités nationales, d'organismes humanitaires et de médias, ainsi que des conversations sur les médias sociaux, notamment YouTube, Facebook, Twitter et VKontakte. Et ces études se sont, pour la majorité, intéressées aux récits dominants, légitimés, véhiculés et endossés par les autorités épistémiques et le public moyen. Donc, il y aura toujours, en fait, des groupes haineux qui vont instrumentaliser les épidémies pour réitérer leur discours. Par exemple, des collègues et moi avons fait une ethnographie par laquelle on a suivi une communauté antisémite française qui a migré sur différents réseaux sociaux jusqu'à ce qu'elle s'établisse pendant quelques mois sur VKontakte, qui est l'équivalent russe de Facebook, qui avait auparavant des politiques de modération très libérales. Donc, on a pu en fait étudier comment cette communauté a utilisé des informations sur la COVID-19 et comment elle a tordu cette information pour tenir des figures juives coupables des enjeux vécus et ainsi légitimer leur posture et leurs arguments antisémites. Donc, il y aura toujours ce genre de discours haineux qui est plus marginal, qui circule de façon souterraine et qui est souvent expulsé de la sphère publique. Aujourd'hui, je m'attarderai cependant aux discours qui circulent plus ouvertement, qui sont un peu moins explicites, mais non pas moins violents. Et je vais présenter en fait 3 éléments qui ressortent de l'analyse de ce type de discours. Premièrement, l'évolution des dynamiques de blâme dans les récits d'épidémie. Ensuite, la normativité des arguments d'altérisation. Et finalement, le blâme croissant de groupes oppositionnels et de figures de la résistance. On peut changer de diapositive. Donc, pour commencer, mes recherches dans ce champ ont déconstruit des récits d'épidémie en mettant l'accent sur qui est coupable et qui est héros, tout en portant attention aux dynamiques sociales et politiques qui sont reproduites par le blâme et par l'héroïsation. Donc, de façon générale, on remarque une structure assez classique des récits sur les épidémies de maladies réémergentes qui ont circulé dans les 40 dernières années et qu'on peut résumer par le tableau ici. Donc, au début d'une éclosion d'une maladie qui émerge ailleurs, dans une communauté éloignée de l'Ouest, l'épidémie est souvent peinte comme un problème qui nous concerne peu. Et on peut changer la diapositive. Donc, l'émergence et la propagation initiale sont habituellement expliquées par des facteurs ou des pratiques qui sont dits propres à ces lieux. Donc, on remarque en fait l'importance du récit dit classique des éclosions de maladies, tel qu'on décrit Priscilla Wald ou Peter Washer. Et ce récit classique, en fait, met l'accent sur les aspects tropicaux de la région du sud global première touchée, comme la jungle, les animaux exotiques. Il décrit les autres maladies qui circulent ou qui ont déjà circulé. Et il présente aussi très souvent l'instabilité politique ou les conflits civils de cette région et la grande pauvreté qui y sévit. En fait, cette mise en scène en haut à gauche, c'est une mise en scène en fait d'un jeu de serpent et échelle de la Croix-Rouge et ça illustre en fait parfaitement la représentation typique de la première communauté touchée par une épidémie. Donc, à partir de cette mise en scène, on explique la présence de la maladie par des problèmes sanitaires et sociaux dans ces endroits, comme l'insalubrité ou encore la corruption. Et l'émergence d'une maladie est aussi expliquée par les pratiques culturelles, alimentaires et religieuses propres aux lieux affectés et différentes de celles retrouvées chez soi, comme le montrent en fait les 3 citations ici. Donc, par ces arguments, les personnes racisées et les communautés du Sud deviennent des genres de sites à multiples problèmes, dont la maladie n'est qu'un élément.
Donc, la présence d'une épidémie est en quelque sorte normalisée parce qu'il est peu surprenant de constater l'éclosion d'une maladie contagieuse et dangereuse là où la souffrance serait habituelle et où sont pratiquées des coutumes dites différentes, voire étranges. Donc, à ce moment-ci, les problèmes sociaux sont souvent conçus comme des facteurs de risque, hein. Ils sont réduits en vulnérabilité. On peut changer la diapositive. Donc, ces facteurs de risque, que sont les problèmes sociaux, engendreraient l'inaptitude des groupes du Sud qui, dit-on, peuvent difficilement gérer l'épidémie parce que leur infrastructure sanitaire est inadéquate. Alors, ces arguments qui soulignent l'inaptitude de groupes du Sud passent en fait sous silence les pratiques et les savoirs culturels et médicaux qui sont depuis longtemps développés par ces communautés pour gérer les épidémies qui émergent de façon récurrente. Et il est par ailleurs intéressant de noter que des pays occidentaux sont eux aussi parfois présentés comme incapables de gérer adéquatement une épidémie. Cependant, l'usage de cet argument d'inaptitude varie selon le type de groupe qu'il cible. Donc, entre autres, et comme l'illustrent les extraits ici à gauche, l'inaptitude de groupe du Sud est souvent mentionnée de façon factuelle, comme si elle était peu surprenante, comme s'il était normal que l'infrastructure sanitaire de ces milieux soit insuffisante, comme s'il était attendu que ces groupes soient incapables de prévenir ou de contrôler la maladie de façon jugée adéquate. En revanche, lorsque des pays du Nord sont critiqués pour leur inaptitude, ce discours est énoncé avec surprise et frustration. Donc, on présume que les pays du Nord ont les compétences, les savoirs et les ressources, et donc qu'ils devraient avoir les capacités. Donc, il y a une attente en fait de préparation à l'égard de l'infrastructure sanitaire des pays du Nord qui n'est pas transposée à ceux du Sud. Et cette présentation plus ou moins factuelle de l'aptitude ou de l'inaptitude, de la préparation ou de la non-préparation, ne rend pas compte en fait des dynamiques mondiales et des facteurs sociaux qui produisent une pauvreté et une perte de ressources humaines et qui expliquent en fait l'insuffisance de l'infrastructure dans le Sud. On peut changer de diapositive. Et par ailleurs, ces discours qui soulignent l'inaptitude de pays du Nord sont également nuancés par certains autres qui, eux, soulignent l'aptitude et la bonne préparation de ces pays occidentaux. Cette nuance de l'argumentaire sur la capacité n'est cependant pas présente dans les discours qui décrivent des groupes du Sud. Donc, en ce sens, ce premier temps du récit d'épidémie typique produit à la fois des figures prémodernes à problème, des inaptes et des victimes à aider, ainsi que des figures aptes et des figures de sauveurs qui renvoient habituellement à des humanitaires occidentaux. On remarque donc une instrumentalisation de l'émergence d'une épidémie pour faire apparaître une binarité, une polarité semblable à celle décrite par Edward Said, parce qu'on construit un autre oriental moindre et un soi occidental désirable, compétent et capable non seulement de gérer la maladie si elle arrive chez soi, mais aussi d'aider ses autres moins aptes. Donc, en fait, ce constat, qui est certes troublant, est malheureusement peu surprenant en ce qu'il est depuis longtemps rapporté et critiqué par des chercheurs en sociologie, en anthropologie, en communication, en santé publique critique. Cependant, il serait réducteur de s'arrêter à cette articulation spécifique des dynamiques d'altérisation parce que d'importants changements en fait s'opèrent au gré du développement du récit d'épidémie qui transforme les enjeux d'altérité. On peut changer de diapositive. Donc, dans un deuxième temps du récit d'épidémie typique, cette altérisation de groupes racisés et du Sud pour leurs attributs problématiques, leurs pratiques insalubres, primitives, etc., est moins prégnante. Donc, à ce moment-ci, le récit d'épidémie se déploie autour de l'idée de la généralisation du risque et on souligne davantage la perméabilité des frontières, la précarisation de la sécurité des frontières. On explique que les risques liés aux épidémies sont partagés en raison de l'interconnexion mondiale et que l'apparition d'une maladie à un endroit menace le monde entier à cause de la migration et des voyages internationaux. Donc, il s'agit en fait d'un rapprochement perçu du risque de l'épidémie qui est vécu comme un problème imminent, elle menace. Et cette perception du danger s'accompagne d'une identification des catégories à risque chez soi qui nous menacent et qui seront responsables si on est touché ou si la maladie se propage à grande échelle dans notre pays. Donc, on altérise à ce moment-ci des autres locaux, plus près du soi normatif, mais qui sont tout de même déviants. On peut changer de diapositive. Donc, par exemple, dans un article qui a étudié les figures du blâme sur Facebook et Twitter pendant Ebola, on montre que des internautes états-uniens ont initialement blâmé des figures africaines pour l'émergence de la maladie, mais qu'ensuite, ils ont accusé des Mexicains qui traversent la frontière du Sud de façon illégale. On les présentait comme un risque de propagation de l'Ebola, et ce, même si l'Ebola était absente du Mexique, même s'il n'y a jamais eu un cas d'Ebola dans ce pays.
Ces internautes accusaient les migrants mexicains d'apporter non seulement des maladies, mais aussi d'autres problèmes sociaux dans le pays, comme par exemple le trafic d'armes et de drogue. Ouais, parfait. Donc, on reconnaît en fait dans ce type de discours un argument nationaliste de droite qui critique depuis longtemps l'immigration mexicaine. On peut changer de diapositive. Pendant la COVID, alors qu'on blâme initialement des figures chinoises, on critique ensuite des groupes locaux déviants ou marginalisés. Donc, dans un autre article, on a comparé le blâme attribué par des internautes français, états-uniens et indiens sur YouTube et on a analysé spécifiquement leur utilisation d'un discours d'hygiène et de saleté pour attribuer la responsabilité ou pour, dans le fond, critiquer certains groupes sociaux. Et on voit dans cette recherche l'émergence d'une altérisation locale dans ce second temps. Donc, par exemple, comme on voit avec la citation en bas, certains Français disaient à ce moment-ci que le burqa pose un risque sanitaire parce que s'il touche le sol, il peut être contaminé par le virus. On peut changer de diapositive. Et pendant le Mpox, alors qu'on blâme initialement des figures africaines en expliquant l'émergence de la maladie par des contacts avec des primates, le regard est ensuite tourné vers des groupes homosexuels dont les pratiques sexuelles et les activités de socialisation sont cadrées comme des risques sanitaires. Donc, bref, ce qu'on remarque, c'est que lorsque la maladie est perçue comme un risque pour le Nord, les discours de blâme deviennent de plus en plus locaux, mais tentent quand même d'éloigner la communauté principale de la menace en blâmant des sous-groupes déjà marginalisés. Je vais changer de diapositive. Et finalement, le troisième temps du récit d'épidémie classique se démarque par l'argument que l'épidémie concerne fortement notre pays, soit parce que des cas y prolifèrent ou soit parce que la maladie est physiquement très près de nos frontières, comme c'était le cas, par exemple, pour l'Ebola qui a touché les États-Unis, mais pas le Canada. Prochaine diapositive. Donc, à ce moment-ci, dans ce troisième temps, on remarque une dynamique plus prononcée de repli sur soi. Alors, des figures lambda de proximité liées à notre pays sont de plus en plus critiquées, comme les groupes, par exemple, qualifiés de désinformés, qui croient ou qui propagent les fausses nouvelles, ceux qui résistent aux discours et prescriptions des autorités sanitaires ou nationales, comme par exemple les personnes qui éprouvent une hésitation à la vaccination. Ainsi, au fil de l'évolution du récit d'épidémie typique, on remarque une tendance par laquelle le blâme cible des groupes qui sont de plus en plus près du soi. Et ce patron de responsabilisation est constaté pour 6 épidémies de maladies, dont les modes de transmission, les taux de mortalité sont très variés, qui ont émergé dans différentes régions mondiales, qui ont touché des populations diverses et qui ont une présence très variable au Canada, allant de l'endémie à l'épidémie, à quelques cas, à une absence totale de cas. Prochaine diapositive. Donc, le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui, en fait, concerne l'analyse des arguments utilisés pour justifier le statut d'autre en contexte d'épidémie. Et cette démarche, en fait, m'a permis d'identifier une certaine normativité des discours d'altérisation. Et dans cette analyse, en fait, je me suis entre autres inspirée par le concept de jeu de vérité de Foucault, qui sous-tend que les discours sont socialement hiérarchisés et réglementés, c'est-à-dire qu'ils sont formés par des règles et des normes adaptées sur les plans historiques et sociaux. C'est d'ailleurs ce qui est argumenté par les études sur le nouveau racisme, qui montrent une évolution et une adaptation des discours racistes au gré des époques. Ainsi, chaque société produit ses autres. On ne peut pas altériser n'importe qui, n'importe comment. Et parmi toutes les façons de mettre autrui à l'écart, certaines sont socialement sélectionnées et privilégiées, alors que d'autres sont critiquées et mises sous silence. Donc, ce faisant, je m'intéresse à la banalité, si on veut, dans l'altérisation, en portant attention aux groupes sociaux qu'on peut aisément mettre à l'écart et aux arguments par lesquels on peut aisément justifier le statut autre. Certaines de mes recherches se sont donc intéressées à la grammaire des discours d'altérisation en analysant les degrés d'acceptabilité et de contestation sociale de différents axes de catégorisation des groupes et différents arguments d'altérisation. Prochaine diapositive. Alors, si on s'attarde aux épidémies qui ont sévi dans les 15 premières années du 21e siècle, donc jusqu'au Zika, on remarque que peu importe l'épicentre, peu importe les populations principalement touchées, on critique surtout des groupes racisés, notamment ceux qui habitent ou qui émigrent du Sud. Prochaine diapositive. Cette altérisation est soutenue par des arguments qui présument une genre de nationalisation de l'immunité par laquelle on imagine une homogénéité relative du statut immunitaire de ceux qui appartiennent à une même nation. Par exemple, parce qu'on présume qu'ils ont participé aux mêmes campagnes de vaccination
ou encore parce qu'ils seraient exposés à des pathogènes semblables. Alors, cette nationalisation de l'immunité s'associe à une construction biosociale d'un nous national qui partage des traits immunitaires et d'un eux habitant ou provenant d'un autre pays dont les traits immunitaires peuvent être différents des nôtres. Alors, cette conception de l'immunité nationalisée justifie la transformation de groupes étrangers et souvent racisés en une catégorie qui pose un risque pour notre sécurité et notre santé. Cette altérisation rend légitime les sentiments d'aversion envers des groupes immigrants, comme on le voit en fait avec les deux dernières citations dont les propos sont violents. Prochaine diapositive. Cependant, très souvent, les discours qui demandent l'exclusion de groupes racisés sous prétexte d'une protection de la santé ou de la sécurité nationale mettent simultanément en évidence des attitudes pro-immigration. Donc, ils argumentent ainsi que la posture d'exclusion qu'ils prennent, qu'ils prônent, ne prend pas appui sur des logiques xénophobes, mais bien sur des arguments plus légitimes au croisement de la santé, de la sécurité et de l'économie. Je ne suis pas anti-immigrant, dit-on, mais il faut se protéger. Ou encore, mais on n'a pas les ressources pour soigner des étrangers. On témoigne donc d'un genre de souci de différencier cet argumentaire sanitaire, sécuritaire ou économique d'un autre qui, lui, serait réellement violent. Et en fait, ceci illustre, selon moi, l'inacceptabilité de certaines logiques d'exclusion. Prochaine diapositive. Justement, mes recherches montrent que cet argument d'altérisation qui associe la nationalité à un risque sanitaire est le moins important sur le plan quantitatif, comme on le voit avec le graphique à droite, et il est aussi objet de fortes critiques publiques. Donc, dans ma thèse doctorale, j'ai constaté que le nombre de publications qui utilisent ces arguments de risque sanitaire posés par des groupes étrangers racisés est presque égal au nombre de publications qui critiquent explicitement ce mode d'altérisation. Et par ailleurs, les personnes qui mobilisent cet argument sont elles-mêmes exclues, dénoncées, qualifiées d'oppresseurs, de racistes, etc. On veut donc expulser cet argument de l'espace public. Et à cet égard, Hélène Joff parle d'une réflexivité croissante quant aux tendances accusatoires lors d'épidémies. Selon elle, il est de plus en plus admis qu'il y a une récurrence de l'exclusion racisée lors d'épidémies et donc un certain travail est entrepris par les autorités sanitaires, mais aussi par le public pour atténuer cette réaction altérisante. Prochaine diapositive. On voit ce travail, en fait, dans les extraits présentés ici, qui veulent désassocier une maladie d'un quelconque groupe national étranger racisé. Cependant, ce travail de déstigmatisation ne mène pas à l'abolition de l'exclusion racisée, mais plutôt à une refonte des discriminations et à leur articulation via des canaux discursifs moins explicites et plus adaptés aux formes d'exclusion acceptables aujourd'hui. Ainsi, dans la mesure où, du moins jusqu'au Zika, les figures racisées sont les plus grandes cimes du blanc, mais que leur infériorisation par des discours qui transforment leur appartenance nationale ou ethnique en un risque sanitaire est fortement critiquée. Comment est-ce qu'il est acceptable d'altériser des groupes racisés en temps d'épidémie aujourd'hui? Alors, mes recherches montrent que les arguments d'altérisation plus acceptables s'articulent surtout autour d'enjeux de savoir et d'ignorance et que ces arguments se déploient dans des formes particulières d'héroïsation et de blâme. Prochaine diapositive. Premièrement, la critique de figures racisées se fait parfois par le biais de leur héroïsation. Donc, dans les récits d'épidémies étudiés, on remarque la tendance à glorifier des citoyens racisés d'un pays du Sud qui sont initialement réticents, qui s'opposent aux discours et pratiques prônés par les autorités sanitaires occidentales, mais qui acceptent éventuellement le discours biomédical, agissent conformément aux directives de santé publique et s'impliquent ultimement dans la réponse contre l'épidémie en tant que bénévoles et interlocuteurs pour convertir d'autres locaux réticents. Pierre Mine parle de champions pour rendre compte du rôle crucial que joue le personnel local dans les interventions humanitaires internationales, notamment parce que dans la mesure où des locaux deviennent des porte-paroles et des partisans pour les initiatives occidentales internationales, celles-ci deviennent alors partiellement locales et donc moins imposantes, plus acceptables. Mes recherches montrent que malgré leur rôle important dans la gestion de l'épidémie, les habitants de pays du Sud qui s'impliquent dans les réponses humanitaires internationales ne sont pas héroïsés en tant que sauveurs médicaux comme l'est le personnel occidental. Donc, le sauveur médical occidental se démarque par son altruisme, son courage, sa bonté, son intégrité morale. Les habitants de pays du Sud qui sont initialement réticents, mais qui s'impliquent ensuite comme bénévoles,
ne sont pas principalement loués pour leur qualité de courage d'altruisme, ni pour l'efficacité de leurs interventions. Les discours d'héroïsation mettent plutôt l'accent sur leur transformation. Donc, les principaux adjectifs utilisés pour les décrire sont l'amélioration, le progrès, l'éducation et le changement d'attitude. Bref, ils sont transformés en ce qu'on appelle des phénix locaux. Ça veut dire qu'ils sont héroïsés parce que ce sont des indociles devenus disciplinés, des primitifs devenus modernes, des désinformés devenus experts. Et c'est cette transformation, ce passage d'un statut indésirable à un autre désirable qui est mise en valeur dans les discours qui les félicitent. Prochaine diapositive. Et par ailleurs, dans ces discours d'héroïsation, on met aussi l'accent sur les efforts qui ont été déployés par le personnel occidental afin de faciliter cette transformation. On rappelle que ces habitants ont été disciplinés ou éduqués grâce aux efforts occidentaux, d'une façon telle que cette héroïsation de phénix locaux est au fond emblématique de notre succès. En somme toute, Homi Bhabha parle de in-between spaces pour désigner les catégories identitaires qui émergent entre des catégories primaires. Et je pense que cette figure de phénix local occupe un tel espace parce qu'elle est située entre le sauveur, un statut en fait qu'elle n'atteint pas totalement, et le coupable, son statut antérieur qu'on rappelle et auquel elle est toujours associée. Et c'est comme ça en fait qu'une personne racisée du Sud demeure infériorisée, même lorsqu'héroïsée. Ensuite, pour poursuivre ces réflexions sur la normativité de l'altérisation racisée, on remarque que les principaux arguments mobilisés pour justifier le blâme de figures racisées pendant les épidémies affirment leur désinformation, leur ignorance et leur peur irrationnelle. Prochaine diapositive. Et un exemple en fait frappant qui permet d'illustrer ce point, c'est la comparaison du cadrage médiatique pendant l'Ebola, de la résistance de citoyens en Afrique de l'Ouest et de l'opposition d'une humanitaire blanche états-unienne. Vous vous rappellerez peut-être de la couverture médiatique de la résistance des habitants d'Afrique de l'Ouest pendant l'Ebola en 2013-2015. Des rumeurs, des théories du complot circulaient à certains endroits où des habitants locaux craignaient que les interventions médicales comme la vaporisation du chlore ou le vaccin propagent la maladie. Certains croyaient qu'il y avait des prélèvements d'organes et de sang dans les centres de traitement Ebola, etc. Donc, il y a eu de fortes résistances aux interventions de santé publique et, dans certains cas, des incidents de violence à l'encontre d'humanitaires. La couverture médiatique de ces enjeux a mentionné ces rumeurs et les actes oppositionnels qui en ont découlé, mais avec très peu d'explications. Et plusieurs anthropologues ont nuancé et politisé ces résistances. Je pense ici notamment aux travaux de James Fairhead. Parce qu'en fait, malgré la généralisation dont on a témoigné dans la couverture médiatique, cette résistance ne s'est pas déployée de façon homogène dans toutes les communautés affectées en Afrique de l'Ouest. C'est surtout la présence d'humanitaires français en Guinée, et en particulier en Guinée forestière, qui a mené aux résistances les plus fortes et les plus violentes. Et cette réaction, en fait, peut s'expliquer par le contexte politique et historique de la région. Premièrement, les forestiers sont depuis longtemps stigmatisés par d'autres Guinéens pour des croyances et des pratiques culturelles et spirituelles. Cette région est aussi négligée par le gouvernement national au pouvoir et il s'agit d'un site en fait de tension et de méfiance politique au niveau national. Et finalement, au temps de la colonisation française, la Guinée forestière était une région d'extraction de ressources et un lieu où passaient les routes de déportation d'esclaves. Elle a une relation qui est encore très tumultueuse avec la France et beaucoup d'humanitaires déployés en Guinée lors de cette épidémie d'Ebola provenaient d'organisations françaises. Donc, compte tenu en fait de l'ensemble de ces tensions, il n'est pas très surprenant de témoigner de peur politisée à l'égard des interventions médicales qui est endossée à la fois par les autorités nationales et par les organismes humanitaires de puissance coloniale. Néanmoins, les habitants ont surtout été qualifiés d'ignorants, d'apeurés et de désinformés. Prochaine diapositive. Il est intéressant de comparer cette représentation des résistances en Afrique de l'Ouest à celle de l'opposition de l'humanitaire blanche états-unienne Casey Hickox. Donc, à son retour d'une mission humanitaire en Afrique de l'Ouest pendant l'Ebola, Casey a été la première personne mise en quarantaine obligatoire aux États-Unis. Donc, les autorités du New Jersey l'ont confinée dans un hôpital contre son gré et lorsqu'elle a quitté cet État pour s'établir au Maine, les autorités du Maine lui ont demandé de se mettre en auto-quarantaine, une requête à laquelle elle a refusé de se soumettre. Donc, elle aurait pu en fait être diabolisée, présentée comme une égoïste qui pose un risque sanitaire, et elle l'a été pendant un bref moment. Cependant, elle a surtout été transformée en une activiste qui défend ses droits, qui lutte contre la stigmatisation,
qui résiste à la panique américaine liée à l'Ebola. Elle est devenue une héroïne de la parésia, qui a le courage de la vérité, qui ose tenir tête aux autorités. Donc, bref, alors que la résistance de Casey Hickox justifie son héroïsation, celle des habitants d'Afrique de l'Ouest est dénoncée comme une forme d'ignorance, même si elle pourrait être perçue par certains comme une forme de lutte contre le dispositif colonial. Prochaine diapositive. Un autre argument qui est utilisé pour tenir des figures racisées responsables en temps d'épidémie aborde leur peur. Donc, en temps d'épidémie, la peur est très souvent conçue comme une réaction émotionnelle indésirable, produite soit par des pulsions internes irrationnelles et non contrôlées, soit par des impositions extérieures, comme la fabrique de la peur par les élites ou par les médias. Mais dans tous les cas, la peur est souvent soulignée comme un sentiment déraisonnable. On se méfie de la peur. On souligne souvent qu'il y a deux épidémies à gérer, celle du virus et celle de la peur. Et cette dernière est parfois présentée comme pire que l'éclosion de la maladie. Donc, on craint que d'aucuns aient trop peur, qu'ils soient aveuglés par la peur ou qu'ils se voient imposer la peur. Prochaine diapositive. Cependant, les peurs de tous ne sont pas source de préoccupation égale. Donc, pour reprendre l'exemple de l'Ebola, la résistance de groupes locaux aux interventions humanitaires que j'ai décrites antérieurement était souvent expliquée par leur soi-disant peur irrationnelle, comme l'illustre la première citation. Ainsi, plutôt que de contextualiser ces résistances dans leurs particularités politiques et sociales, on les réduit à un phénomène, dans le fond, à un phénomène qui résulte d'une quelconque peur. Donc, ces résistances deviennent des comportements d'apeurés. De façon semblable, quand la peur du personnel de la santé locale en Afrique de l'Ouest est abordée, elle est utilisée pour expliquer des actes indésirables par lesquels certains professionnels de la santé se sont enfuis, ont quitté leur poste dans les hôpitaux pendant l'épidémie d'Ebola. Encore une fois, on ne resitue pas ces fuites dans leur contexte propre, qui est celui, dans le fond, de ressources médicales insuffisantes qui ne permettaient pas au personnel médical de se protéger de façon adéquate, et aussi celui d'une population qui s'oppose aux interventions prônées par les autorités et donc qui s'en prend parfois au personnel de première ligne. Plutôt, on réduit ces fuites du personnel médical local à un problème issu d'une peur déraisonnable et parfois d'une psychose collective, comme le sous-tend le titre de l'article de la deuxième citation. Bref, la peur transforme des figures racisées du Sud en indociles, en réticents ou en résistants parce que apeurées et déraisonnables. Au contraire, lorsqu'on mentionne la peur du personnel de la santé occidentale, elle est utilisée pour illustrer l'ampleur de l'épidémie. L'épidémie est si grave, dit-on, que même les humanitaires occidentaux en ont peur. Prochaine diapositive. Bref, cette forme que prend le blâme des habitants de l'Afrique de l'Ouest pendant l'Ebola est représentative, selon moi, des discours d'altérisation normatifs qui sont plus socialement acceptables. Donc, en fait, les trois arguments principaux utilisés pour blâmer sont l'ignorance, la désinformation et la peur irrationnelle. Prochaine diapositive. Ces façons dont il est permis d'exclure publiquement l'autre sont, je crois, symptomatiques d'un contexte où on se préoccupe d'une post-vérité. Dans un contexte de crainte de la post-vérité, les étiquettes d'ignorant, d'irrationnel, de désinformé sont commodes et facilement apposées sur des individus car ils circulent déjà. Cette forme d'altérisation se perd quotidiennement, comme en fait l'illustre cette campagne de dénonciation de discours anti-LGBTQ ici à Montréal, qui qualifie des personnes au discours haineux d'irrationnels. Donc, ces discours, en fait, qui dénoncent l'ignorance, la désinformation qui circulent déjà dans la sphère sociale, sont donc repris comme stratégie d'altérisation en temps d'épidémie pour inférioriser des figures racisées qui font depuis longtemps l'objet de discrimination. C'est ainsi que d'anciennes figures d'altérité qui sont récurrentes sur le plan socio-historique reprennent de nouvelles vies à partir de nouveaux arguments adaptés aux discours contemporains et aux méfiances du jour. Prochaine diapositive. Donc, ces arguments normatifs, en fait, justifient certaines stratégies d'intervention, notamment celles axées sur l'éducation de la population. Entre autres, les stratégies de communication privilégiées en temps de contagion misent sur la diffusion d'un message factuel, concis et transmettant les plus récentes données sur la maladie, sa transmission et les mesures de prévention à prendre. Cette stratégie s'appuie sur le postulat qu'un manque de connaissances et que des lacunes au niveau de la littératie scientifique expliquent et engendrent des comportements d'hésitation ou de résistance. Donc, si on me permet de simplifier grossièrement,
On pourrait dire que cette stratégie s'appuie sur le présupposé suivant. S'ils sont bien présentés et largement diffusés, les faits vaincront les récits alternatifs. Cette perspective mène à une guerre quantitative d'informations, comme on le voit avec la deuxième citation de cette diapositive. Elle suppose que le public est un agrégat d'acteurs rationnels en devenir qui, lorsque présentés avec de l'information scientifique logique, la recevront de façon conformiste en remplaçant leur propre interprétation. Prochaine diapositive. Cette approche néglige cependant la complexité des raisonnements, des motivations, des émotions et des rapports sociaux et politiques qui sont tous à l'origine d'une posture d'hésitation ou de résistance. En fait, la citation de cette diapositive-ci montre que la transmission de faits scientifiques accompagnée d'une prescription de pratiques sanitaires est insuffisante pour susciter un changement de croyance ou de comportement si la confiance est brimée et si ces discours ne sont pas considérés comme acceptables sur les plans sociaux et culturels. En fait, cette limite de ce type de stratégie a aussi été témoignée, par exemple, lorsque certaines personnes autochtones ont refusé de suivre les traitements contre la tuberculose en dépit des campagnes d'éducation populaire, par exemple, en raison d'une méfiance héritée des expériences vécues dans les sanatoriums. La limite de ce type de stratégie de communication est aussi constatée, par exemple, lorsque la communauté internationale a cessé l'importation de porc canadien pendant l'H1N1, même si l'OMS a expliqué que la consommation de cette viande n'était pas un mode de transmission. Ou encore lorsque certains Brésiliens ont banalisé l'eau stagnante pendant le Zika, même si on leur a expliqué que les moustiques porteurs du virus s'y reproduisent. Ou encore lorsque des groupes ont refusé la vaccination ou le port du masque pendant la COVID-19. Dans cette optique, en fait, Heidi Larson parle de déterminants émotionnels de la santé pour souligner justement que les décisions en matière de santé ne dépendent pas seulement d'un processus rationnel, mais qu'elles sont également influencées par nos sentiments, notre savoir expérientiel et nos interprétations qui sont tous étroitement liés à nos rapports politiques et sociaux. Donc, ces constats, en fait, ont mené à mes recherches actuelles qui portent sur les conflits de savoir en temps de crise et sur les façons dont on traite et dont on gère ces figures de résistance dites ignorantes, désinformées, apeurées. Prochaine diapositive. À cet égard, j'ai mentionné précédemment que l'altérisation qui cible des figures racisées prédomine jusqu'au Zika. Cependant, je crois qu'il y a des changements dans les dynamiques d'altérisation depuis ce temps. Entre autres, on remarque qu'au gré des éclosions des années 80 jusqu'à aujourd'hui, le récit d'épidémie typique arrive de plus en plus rapidement au troisième temps, qui est celui de repli sur soi et du blâme des citoyens lambda dits désinformés. On remarque plus précisément une importance croissante du blâme de personnes qui éprouvent une hésitation à la vaccination depuis la pandémie H1N1. Et cette accusation s'est amplifiée en fait dans les années 2015 après quelques éclosions de rougeole et encore plus depuis la COVID-19, notamment en raison de l'espace qu'a occupé la vaccination dans la sphère publique. Donc, au gré en fait de ces épidémies, l'accusation de personnes qui éprouvent une hésitation à la vaccination semble de plus en plus socialement acceptable. C'est un groupe qu'on peut critiquer avec une certaine amnistie, c'est-à-dire avec très peu de crainte de représailles sociales, sauf celles qui pourraient peut-être venir de ce groupe. Capurro et ses collègues disent que la figure anti-vaxxeur est devenue aujourd'hui une espèce de signifiant flottant sur lequel on peut projeter ce qui est indésirable aujourd'hui. Donc, une personne qui éprouve une hésitation ou qui refuse un vaccin pour elle-même ou pour ses enfants n'est pas qu'une personne qui critique le protocole de régulation des produits thérapeutiques. Elle est souvent présentée dans la sphère publique comme anti-science, un mauvais parent, immoral, etc. Prochaine diapositive. Donc, les recherches qualitatives, en fait, qui ont étudié les motivations, les raisonnements des personnes qui éprouvent une hésitation à la vaccination, rendent compte de la complexité de leur posture, qui ne peuvent pas être réduites à une question de manque d'éducation, d'ignorance, de désinformation. Les arguments portés par ces personnes demeurent assez consistants dans l'histoire et se rapportent notamment aux enjeux de sécurité, à l'intégrité corporelle et à une préoccupation quant à ce qui n'est pas naturel, à la coercition ou au contrôle gouvernemental, et à la liberté médicale ou au droit à l'autodétermination dans le champ de la santé. Et plus récemment, certaines personnes se présentent aussi comme des défenseuses de la science parce qu'elles s'appuient sur certains types de données ou sur les discours de certains experts médicaux qui, selon elles, ne seraient pas soudoyés par les entreprises pharmaceutiques.
Ces façons, en fait, dont se présentent certaines personnes qui éprouvent une hésitation à la vaccination fait contraste aux représentations publiques dans lesquelles elles sont souvent accusées d'attitudes anti-science. Et à cet égard, l'expérience perçue du blâme ou de la stigmatisation en fait crée une polarisation et un durcissement des postures. En fait, l'impression d'être invalidé, ignoré ou discrédité et le jugement social perçu sont les plus grands facteurs qui expliquent le passage d'une posture rhétorique d'hésitation à un acte plus extrême, si on veut, de refus de la vaccination. Donc, dans le cadre, en fait, d'un article intitulé Polarizing Figures of Resistance, qui est paru il y a 2 semaines dans la revue Critical Public Health, Harry Gansman et moi explorons en fait cette réaction au sentiment d'être exclu ou discrédité. Et on montre qu'en réponse à l'altérisation, les personnes qui s'opposaient aux restrictions sanitaires pendant la COVID-19 se sont présentées comme des victimes d'oppression et victimes de représentations injustes, ou encore elles ont riposté en accusant les groupes qui les critiquaient et en raffermissant leur posture. Donc, je poursuis en fait ces réflexions, si on veut, sur les réponses de figures de la résistance à l'altérisation perçue. Et j'étudierai sous peu la carrière morale de personnes qui éprouvent une hésitation à la vaccination. Donc, j'analyserai dans un premier temps les façons dont on problématise l'hésitation à la vaccination dans les médias canadiens et dans les médias sociaux. Et dans un deuxième temps, j'étudierai des trajectoires biographiques des personnes qui éprouvent une hésitation à la vaccination afin d'identifier des points de tournure qui mènent au changement dans leur rapport au vaccin. Et j'étudierai spécifiquement le rôle de l'expérience du jugement dans ces points de tournure en étudiant les façons dont les personnes perçoivent et naviguent ce jugement perçu. Donc, je pense en fait qu'une meilleure compréhension de cette expérience du jugement est un facteur clé qui pourrait peut-être nourrir les communications sanitaires pour éviter justement cette polarisation des postures. Donc, je m'arrêterai ici. Je vous remercie de votre écoute et j'ai hâte d'échanger avec vous.